Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Roseup Association. Donc, pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, Roseup est une association qui informe, accompagne et défend les droits des femmes touchées par tout type de cancer. J'insiste un peu sur tout type de cancer parce qu'on nous associe encore trop souvent au cancer du sein. Nous accompagnons également vos proches, j'en parlerai un petit peu après. Donc vous informons via le Rose Magazine que vous trouvez notamment dans tous les hôpitaux qui ont un service d'oncologie. Nous avons aussi notre site internet rosetirup.fr où vous trouvez tous les articles du magazine, également des contenus exclusifs. Donc je vous invite vraiment à le consulter régulièrement. Nous vous accompagnons via nos maisons Rose Up dans lesquelles nous vous proposons des soins de support, donc comme de la socio-esthétique, de l'activité physique adaptée, de la sophrologie. On a aussi des programmes dédiés, par exemple au retour à l'emploi ou encore aux personnes en cancer métastatique. Donc ces maisons Rose Up, il y en a trois. Il y en a une à Paris, une à Bordeaux. Et pour celles qui habitent pas ces grandes villes, nous avons aussi une maison Rose Up en ligne, ma maison Rose Up. Voilà, donc ça c'est pour la partie accompagnement. Et enfin, nous défendons vos droits puisque nous sommes habilités à le faire en tant qu'association de patients. Voilà, donc nous faisons des plaidoyers et nous sommes notamment à l'origine du droit à l'oubli à 5 ans. Je parlais de vos proches tout à l'heure parce qu'on a mis en place notamment une application qui s'appelle RoseApp, qui fonctionne un peu comme un WhatsApp et qui vous permet un peu de fluidifier et faciliter les échanges avec vos proches. On sait que c'est pas toujours facile de communiquer avec eux pendant votre parcours de soins. J'en profite également pour vous dire que la saison 2 de notre podcast Osons la vie sera lancée ce samedi 8 mars sur la thématique de l'acceptation. Donc on espère que vous serez nombreuses à l'écouter. Voilà, j'ai fini pour la présentation de l'association. Je vais me présenter. Donc je suis Émilie Groyer, je suis journaliste et scientifique. Et aujourd'hui, j'anime un webinaire sur les cancers colorectaux avec le docteur Ilmi. Je vous laisse vous présenter. Merci. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis ravi d'être là. Donc moi, je m'appelle Dr Ilmi. En effet, donc je travaille actuellement à New York. Avant, j'étais à l'Institut Curie en Île-de-France et je suis focalisé spécifiquement sur les cancers digestifs. À New York, j'ai aussi une partie importante de recherche, notamment sur le cancer du pancréas. Et donc, je suis ravi d'être là pour répondre à toutes vos questions. Bah, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour celles qui nous suivent via Zoom, vous pouvez poser votre question via l'onglet Q&R qui est en bas de votre écran. Et j'ai aussi oublié de dire une chose très importante pour mener toutes les missions que j'ai décrites juste avant. Évidemment, nous avons besoin de vous et pour cela, vous pouvez nous soutenir en adhérant à notre association. Voilà, c'est 30 euros par an. Vous recevrez directement le Rose Magazine chez vous. Vous aurez accès à tous nos ateliers en ligne ou en présentiel si vous êtes à Paris et à Bordeaux. Et vous nous permettrez d'également de faire ces actions de plaidoyer auprès des instances publiques. Voilà, j'ai fini, on rentre dans le sujet. Donc je vais commencer par une question très basique. On parle de cancers colorectaux. Pourquoi on ne distingue pas les cancers du côlon des cancers du rectum? Pourquoi on met tout ça sous la même entité? Il y a plusieurs raisons. Donc, c'est qu'en fait, déjà, on va traiter de manière assez similaire au stade métastatique les cancers du côlon, des cancers du rectum. Les facteurs de risque sont très similaires et D'accord. globalement, la biologie derrière ces cancers est aussi très similaire. Par contre, c'est vrai qu'en pratique, quand on va parler de manière un peu plus spécialisée à l'hôpital, on va plutôt différencier les cancers du côlon et du rectum parce qu'il y D'accord. a quand même des spécificités qu'on pourra peut-être aborder plus tard, mais en gros, il y a quand même des spécificités. Donc, d'un point de vue médical, on différencie même le côlon droit du côlon gauche D'accord. en pratique parce que la chirurgie ne sera pas la même, certains traitements peuvent changer. Donc, d'un point de vue spécialisé, on va différencier ça. D'accord. Donc du coup, on a compris que vous les différenciez. Est-ce qu'on sait que, enfin, on connaît un peu mieux le cancer du sein avec ses différents sous-types. Est-ce qu'on a aussi des sous-types dans les cancers du côlon et du rectum? Alors oui, tout à fait. Donc il y a aussi des sous-types. Donc dans les cancers du sein, on va parler de différents cancers en fonction des récepteurs aux hormones, des récepteurs HER2, etc. Et en fait, parce que ça va avoir des implications thérapeutiques. Et là, c'est exactement la même chose dans le cancer du côlon ou du rectum. C'est qu'en fait, on va toujours rechercher ce qu'on appelle le statut RAS. Le gène RAS, c'est un gène qui peut être muté et qui va impliquer des résistances à certains traitements. Donc on a toujours ce statut RAS. Donc il y a les cancers du côlon RAS sauvage ou RAS muté. D'accord. C'est à peu près 60-40 les proportions. On a également la mutation RAF.
qui est un peu moins fréquente, qui est à 10%, mais qui, pareil, va engager des traitements un peu différents, notamment au stade métastatique. Et puis enfin, il y a les microsatellites instables. Donc ça, c'est un terme un peu barbare pour expliquer que globalement, c'est des cancers qui vont être très sensibles à l'immunothérapie. Et c'est très important d'avoir ce statut microsatellite au stade localisé comme au stade avancé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Donc on va démembrer en effet par ces trois facteurs-là au minimum. Et puis après, en fonction des cas, on va pouvoir aller même un peu plus loin et démembrer encore un peu plus les cancers colorectaux. Il y a des mutations, il y a aussi des mutations HER2 dans le cancer du côlon. Donc c'est plus rare, mais ça existe et on les traite aussi par anti-HER2. Donc il y a des mutations plus rares, mais qui sont des fois nécessaires de chercher. Et ça veut dire que vous recherchez systématiquement toutes ces mutations ou ça dépend du profil du Alors, patient? pour RAS, RAF et microsatellite, ça c'est systématique. Que D'accord, ça soit stade localisé ou métastatique, c'est toujours le cas. Et pour les cas un peu plus rares, on va réserver cette recherche que dans les cas qui sont très résistants aux thérapies habituelles pour offrir d'autres opportunités thérapeutiques potentielles. d'accord. On va revenir aux facteurs de risque. C'est quoi les facteurs du risque du cancer colorectal? Alors, les facteurs de risque, en fin de compte, on va vraiment les différencier entre facteurs de risque mineurs, intermédiaires et majeurs. D'accord, Ce qui est en fait mineur, mais qui en fait sur une vie entière amène quand même un risque de cancer colorectal d'environ 4%. C'est tout ce qui est consommation d'alcool, mhm, consommation de tabac. Il y a également la consommation de graisses saturées et brûlées comme les charcuteries par exemple. Il y a également tout ce qui est consommation faible en fibres, notamment en légumes, en fruits. Ça, c'est des facteurs de risque qui ont bien été identifiés. d'accord, Et puis après, il y a l'activité également. On sait que les gens sédentaires vont développer aussi plus de cancers colorectaux, le fait d'être obèse. ok. Donc tout ça, ça va jouer. Donc ça, c'est mineur. Ce qui est important à savoir, c'est l'âge aussi joue un rôle très important parce Oui, qu'en fait, 95% des cancers colorectaux surviennent après 50 ans. d'accord, Donc même s'il y a une augmentation d'incidence actuellement chez les plus jeunes, qu'on a d'ailleurs du mal à expliquer correctement, c'est surtout l'âge aussi qui est prépondérant. Donc on en parlera peut-être après pour le dépistage, mais c'est pour ça que ça commence à 50 ans. d'accord, Et après, il y a les facteurs de risque qui sont également un peu plus importants, notamment les maladies inflammatoires chroniques du tube digestif, notamment la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. C'est des maladies qui vont exposer un surrisque. Et puis quand on a des antécédents dans la famille, ça également, ça fait augmenter le risque. Et puis après, le maximum de risque, c'est les formes génétiques d'accord. euh, où là, on arrive dans certaines formes à 100% de risque de cancer colorectal, et donc il y a des traitements prophylactiques, préventifs pour ces formes-là. Donc il y a en gros, il y a des facteurs enfin il y a des prédispositions génétiques, c'est-à-dire que si on est avec en soi une mutation qui va nous prédisposer au cancer colorectal, et ça on les connaît ces mutations. Oui, tout à fait. Donc ces mutations-là, donc globalement les deux principales, c'est le syndrome de Lynch, où là tous les patients, ils sont MSI, ce qu'on disait tout à l'heure, microsatellite instable. Et donc là, dans ce cas-là, ça touche pas que le cancer colorectal, c'est un spectre un peu plus large avec notamment les voies biliaires, les voies urinaires, etc. Et là, ça va imposer un dépistage très précoce des gens qui sont atteints dans la famille. Et puis après, il y a les polyposes, donc les gens qui ont en fait plus de 50, 100 polypes des fois dans le tube digestif, il y a une mutation qui est présente dès la naissance, qui a été transmise. Et dans ces cas-là, on propose une chirurgie prophylactique. Et cette forme-là, elle s'appelle polypose atténuée familiale. D'accord. Et évidemment, on ne recherche pas ces mutations chez toutes les personnes. Il y a Céline qui notamment disait qu'elle avait des antécédents familiaux de cancer colorectaux et de cancer du sein dans sa famille. C'est quoi les critères pour justement conduire à une consultation génétique et peut-être aller rechercher ces gènes de prédisposition? Alors, c'est une très bonne question. Donc, en fait, donc, certains cancers sont reliés avec le cancer du côlon, donc notamment le cancer du sein, par exemple, on ne prend pas forcément en compte. Hmm. Pas pour le cancer du sein. Par contre, pour le cancer du côlon, c'est vrai qu'en fonction des antécédents familiaux, surtout si c'est survenu à un âge très jeune, on va proposer une coloscopie, souvent 10 ans avant le diagnostic du parent qui est atteint. Et on D'accord. parle souvent de risque familial au premier degré, c'est-à-dire parents, frères, sœurs, mais par contre, si c'est un cousin très éloigné et qu'il n'y a qu'un seul cas, etc., là, on va y aller un peu moins sur le dépistage précoce.
D'accord. Justement, il y a Iman qui nous dit qu'on lui a découvert un syndrome de Lynch et elle se demandait si donc elle va être suivie, j'imagine, de façon assez rapprochée. Elle se demandait s'il y avait un dépistage un peu moins invasif que la coloscopie dont vous venez de parler pour suivre l'évolution. Alors, le truc, c'est que les imageries type scanner ou IRM, en fait, ne vont pas bien voir le tube digestif. Donc, si on veut voir des lésions très précoces, la coloscopie reste le meilleur examen. Maintenant, en moins invasif, il y a les coloscanners, mais ça reste quand même pas agréable. C'est pas comme un scanner. Il y a quand même du produit à ingérer, etc. Donc, si on veut une surveillance optimale, c'est vrai que ça doit passer par une coloscopie, malheureusement, oui, tout à fait. D'accord. Donc là, c'est pour les personnes à risque. Ensuite, il y a le dépistage organisé. Donc pour le coup, le dépistage organisé, ça passe pas par une coloscopie. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler donc déjà les personnes qui sont concernées, parce qu'il y a aussi pas mal d'idées reçues sur les personnes qui sont plus à risque. Et oui, et en quoi consiste le test de dépistage? Alors, le test de dépistage, globalement, donc on différencie le dépistage en cancérologie de manière générale, différencie le dépistage de masse, qui va Mhm. correspondre en fait à toute la population, et un dépistage individuel, où là, on sait que l'individu a un facteur de risque plus augmenté, donc notamment un risque plus augmenté, notamment les antécédents familiaux, par exemple. Donc, pour le dépistage de masse du cancer colorectal, ça passe en effet par une recherche de sang dans les selles. Donc, c'est des kits qui sont envoyés à la maison où il y a un prélèvement qui est fait puis qui est renvoyé pour voir s'il n'y a pas des globules rouges présents dans les selles. Donc là, c'est de 50 ans à 74 ans. C'est prévu globalement tous les 2 ans, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, parce que même si en fait le cancer colorectal touche un peu plus les hommes, c'est probablement aussi parce qu'il y a un mode de vie qui est différent aussi chez les hommes que chez les femmes. Il y a un tout petit peu plus d'obésité, etc. Même si l'incidence actuellement, elle augmente un peu plus chez les femmes jeunes, mais globalement, de manière générale, ça touche un peu plus les hommes. Mais le dépistage global est pour tout le monde. Mhm. Et donc, si jamais il y a un dépistage positif de globules rouges dans les selles, dans ces cas-là, il y a une coloscopie qui est recommandée. Et dans ces cas-là, à peu près dans 10% des cas, on va retrouver en effet un cancer sous-jacent. Mais ça peut être aussi un polype, une lésion bénigne du tube qui saigne un peu et on l'enlève et c'est fini, quoi. Et donc, pourquoi on peut pas faire juste une analyse de sel pour les gens qui sont à risque, qui ont des antécédents familiaux? Parce que la sensibilité est quand même trop faible pour les gens qui sont très à risque. Et notamment quand on a un risque qui est très élevé, si on fait un dépistage de sang et que c'est négatif, on va se dire, ah ben on est tranquille, sauf que c'est pas du 100% non plus. Étant donné que c'est à la population générale, le but c'est screener de manière le moins invasive possible le plus de monde pour baisser la mortalité D'accord. ce type de Donc, cancer. désolé, pour l'instant, on ne peut pas se passer de coloscopie, même si voilà, on sait que l'examen n'est pas forcément très agréable, mais au moins il est fiable, on va dire. Hmm. Donc, vous parliez de sel de sang dans les selles. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui doivent alerter? Alors, donc, en effet, donc, le sang sel c'est important. Ça peut être du sang rouge ou du sang noir. Ça peut être les deux en fonction de la localisation. Ce qui est important, c'est la perte de poids inexpliquée. Mhm. Mais ça, c'est vrai pour beaucoup de cancers, mais une perte de poids inexpliquée, on ne comprend pas bien. Ça, il Mhm. faut faire très attention parce que des fois, quand il y a des consultations trop rapides, on va dire, ah, bah, il y a peut-être un peu de dépression ou voilà. Et en fait, des fois, on peut passer à côté de diagnostics comme ça. Donc ça, il faut quand même avoir ça en tête. Après, ce qui est pour le cancer du côlon spécifiquement, ou rectum, c'est les douleurs abdominales. Oui. Donc, dès qu'on a des douleurs abdominales inexpliquées et surtout un peu chroniques, qui durent Mhm. longtemps, qui juste pas un jour ou 2 jours, comme on peut avoir temps, mais qui durent un peu plus longtemps, D'accord. là, faut avoir ça en tête. Mhm. Et puis après, il y a tout ce qui est syndrome rectal. Donc là, en fait, c'est syndrome rectal, c'est la fausse envie d'aller à la selle. Donc on a une forte envie, mais en fin de compte, on n'a pas de selle. Des douleurs au niveau du rectum. Ça peut être expliqué par plein d'autres choses, mais le cancer peut être une explication. Donc dans les signes que je viens de dire, bien sûr, dans 98% des cas, même plus, il n'y a absolument rien en dessous. Mais si on a ces signes-là et que c'est pas très bien expliqué et que ça dure, il faut quand même faire des investigations un peu plus profondes. Donc, allez consulter. Mm. On parle beaucoup de biopsie liquide et justement de tests un peu moins invasifs. Il existe des marqueurs sanguins pour le cancer colorectal? Alors c'est en cours de développement et les premières recherches autour de ça semblent dire que ça marche plutôt pas mal, D'accord. surtout quand on associe ça à la coloscopie. Mais pour l'instant, c'est encore du domaine de la recherche.
Aussi pour une question de prix, parce qu'en fait, détecter en gros de l'ADN tumoral dans le sang, ça, c'est quelque chose qui est très coûteux, très cher, qu'on ne peut pas encore aujourd'hui proposer à toute la population, et donc qui n'est pas développé pour la population de masse. Et après, tous les marqueurs sanguins tumoraux, donc comme dans le cancer du sein, il y en a certains, également dans le cancer du côlon, c'est l'ACE et le CA 19-9. D'accord. Ceux-là, ils sont pas validés du tout pour le dépistage. Ils sont validés pour de la surveillance au stade Mhm. métastatique, mais pas pour du dépistage. C'est la sensibilité et la spécificité de ces marqueurs est beaucoup trop faible pour dire vraiment quoi que ce soit dans la population générale. D'accord. Donc pour l'instant, on n'en a pas qui soit encore fiable. Oui. Donc on a parlé des facteurs de risque, on a parlé du dépistage. Alors quand le diagnostic est établi, comment on traite les cancers colorectaux? Alors vous allez peut-être faire une distinction du coup entre les cancers du côlon et du rectum. Dans ces cas-là, je vous laisse. Mm. Ouais, tout à fait. Donc, alors au stade localisé, c'est vraiment très important de faire la distinction entre les deux. Parce que le cancer du rectum, il est plutôt sensible à la radiothérapie et on va souvent proposer, avant d'opérer, un traitement par radiothérapie, en combinaison avec souvent de la chimiothérapie aussi, pour évaluer la réponse. Et puis en fait, pourquoi particulièrement important dans le cancer du rectum? Parce que on veut préserver de la fonction. Mhm. Donc en fait, au stade localisé, globalement, les cancers du colorectal se guérissent très bien, assez bien. Mais par contre, on ne veut pas donner des séquelles à vie aux patients On évite après la la chirurgie. guérison. Et donc, des fois, la radiothérapie et la chimiothérapie peuvent éviter la chirurgie, D'accord. ou alors même juste permettre une exérèse, juste une chirurgie de la lésion cancéreuse sans enlever tout le rectum. Mhm. Voilà, pour le cancer du rectum, il y a cette modalité-là de radiothérapie qui surajoute. Pour le cancer du côlon, par contre, la chirurgie est beaucoup plus facile, on va dire, surtout pour les tumeurs qui ne sont pas très avancées. Et donc dans ce cas-là, c'est une chirurgie et en fonction de l'évaluation de la pièce opératoire au laboratoire, notamment l'envahissement des ganglions qui sont autour, ou la taille de la tumeur, ou si jamais il y a eu un peu de perforation, des choses comme ça, là on va proposer une chimiothérapie qu'on dit adjuvant, donc ça veut dire en post-opératoire, après l'opération, pendant une durée qui va de 3 à 6 mois. Donc ça, c'est pour les stades localisés. D'accord. Quand c'est au stade métastatique, là, on va beaucoup moins faire la distinction entre les deux parce que le traitement est le même. Et en fait, là, ce qui va être très important, c'est à quel point la maladie est métastatique. Parce que les cancers colorectaux font partie de ces maladies qui peuvent être guéries, même quand on est des lésions qui sont parties ailleurs. Ah, Euh, d'accord. donc en fait, là, on va distinguer les patients qui peuvent avoir des lésions qui sont résécables tout de suite. Le chirurgien, quand il voit le scanner, il dit, bah, en fait, je peux opérer la tumeur au niveau primitive, au niveau du côlon, et je Mhm. peux aussi enlever les deux trois métastases qui sont présentes au niveau du foie. Et les patients guérissent dans un tiers des cas dans ces cas-là. Il faut que ça soit encadré par de la chimie après. Mhm. Et après, il y a les maladies qui sont plus avancées, où là, le chirurgien dit, ça va être difficile pour moi d'opérer tout de suite. Donc, faisons d'abord de la chimio, on verra comment ça répond Mhm. au traitement. Et puis, si ça répond très bien, bah, je pourrais opérer pour amener potentiellement à nouveau une guérison. Et puis, enfin, il y a les stades qui sont totalement pas du tout résécables, qui le seront jamais, parce qu'il y a des lésions vraiment partout, pas que au niveau du foie, par exemple, mais aussi au niveau du poumon ou du péritoine, qui est l'enveloppe du tube digestif. Et dans ces cas-là, là, c'est de la chimiothérapie au long cours, où par contre des pauses de traitement sont envisageables. Quand il y a des bonnes réponses et que c'est soutenu, on peut faire des pauses de traitement aussi pour laisser le temps de souffler aux patients et d'avoir une qualité de vie qui est le plus appréciable possible. On parle souvent, enfin quand on pense cancer colorectal, on pense parfois aussi stomie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et quand est-ce on le met en place? Mhm. Alors, la stomie, en fait, de manière assez simple, c'est une dérivation chirurgicale. Donc, on va dériver le tube digestif vers la peau pour que les selles puissent s'évacuer vers la peau dans une poche plutôt que par les voies naturelles. Et il y a plusieurs utilisations plusieurs indications de la stomie. Une des premières utilisations, c'est quand il y a une occlusion, quand la boule dans le côlon elle grossit trop, qu'il y a une occlusion, les selles peuvent plus passer. Donc là, on fait une stomie, le chirurgien opère, et puis quand il y a une cicatrisation qui se fait correctement, il enlève la stomie, puis il remet en continuité les deux bouts de côlon. Euh, donc ça, c'est souvent quelque chose, ça, c'est ce qu'on appelle une stomie temporaire, donc c'est pas définitif. Et par contre, les stomies définitives, ça peut être rencontré dans certains cas, notamment dans les grosses tumeurs du rectum, que la radiothérapie ou la chimio n'ont pas réussi à faire trop diminuer, ou alors qui sont très très bas situés, pas très loin de l'anus. Et dans ce cas-là, bah, on ne peut pas faire une remise en continuité, et dans ce cas-là, il y a une stomie qui est définitive.
D'accord. Il y a Brigitte qui nous a envoyé un message tout à l'heure pour dire que elle a été diagnostiquée d'un cancer colorectal localisé. Elle a eu une chirurgie seule et ensuite elle a eu une rechute métastatique cette fois. Et là, on lui a donné de la chimiothérapie et en fait, elle se demande pourquoi on lui a pas donné tout de suite chirurgie plus chimiothérapie comme vous disiez tout à l'heure. Oui, alors c'est donc les indications de chimiothérapie post-opératoire sont basées sur des essais de très large ampleur Mhm. où globalement on va identifier certains facteurs de risque de rechute, comme les cancers du sein, pour dire tel patient va être plus à risque de rechute, donc il y a une balance bénéfice-risque hein, en faveur de donner de la chimiothérapie, où là le risque n'est pas assez important et on ne va pas risquer de donner de la chimio, parce que c'est quand même des traitements lourd. Donc globalement, c'est basé sur des populations globales. Donc à l'échelle individuelle, même si à la base on n'a pas forcément de facteurs de risque identifiés, c'est pas du 100%. Et malheureusement pour vous, Brigitte, peut-être que vous n'aviez pas les indicateurs à l'époque pour recevoir une chimio, mais que en fin de compte, dans votre cas individuel, quelque chose est passé inaperçu entre le scanner, l'analyse post-opératoire et avec les techniques qu'on a aujourd'hui. Et du coup, malheureusement, vous avez fait la rechute. Mais les indications sont très précises et c'est des recommandations internationales qu'on suit. Ouais. C'est sur le problème des analyses sur des grandes populations et puis comme vous disiez, les problématiques individuelles où il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Exactement. Euh, Justement, on parle de rechute. Comment sont suivis les patients après avoir été opérés? Parce qu'on sait que le mot guérison, c'est un peu un gros mot chez les oncologues. On parle souvent de rémission. Donc cette phase où il n'y a plus de traces de cancer. Elle dure combien de temps, la phase de surveillance après les Alors, traitements? quand on est opéré, donc à la fin des traitements, si on a un traitement post-opératoire par chimio, globalement, la phase de surveillance par un oncologue, elle va durer en gros 5 ans, D'accord. ou un gastroentérologue, ça va durer 5 ans. Et c'est vrai qu'on parle de rémission jusqu'à 5 ans, puis après, on parle de guérison. Mhm. Maintenant, encore une fois, c'est pas du 100%. Donc même après 5 ans, quand on parle de guérison, très rare, de manière très rare, ça peut arriver, il y a des rechutes qui peuvent se faire, mais on parle quand même de guérison parce que dans 99,999, globalement, il y a une guérison, la maladie ne reviendra jamais. Oui. Le risque plus important, c'est dans les 3 ans post-opératoires. Quand on passe cette barre des 3 ans, souvent le risque quand même diminue énormément. Et par la suite, il y a souvent une recommandation de surveillance par coloscopie. Parce D'accord. qu'on revient au facteur de risque qu'on parlait du début. Quand on a fait un cancer du côlon, bah, on a un risque d'en faire un deuxième et sur toute la vie. Donc, si on est toujours jeune, en bon état général et qu'on peut détecter de manière précoce une deuxième lésion, il faut faire une coloscopie. Alors après, le rythme, c'est tous les 5 ans en fonction du profil, 3 ou 5 ans. Mais globalement, la surveillance, par contre, elle est à vie. Mais chez un oncologue avec des prises de sang et un peu plus précis, on va dire, c'est 5 ans. D'accord. Donc, pendant la période de rémission de surveillance un peu plus poussée, c'est prise de sang, c'est quoi les examens qui vont être Oui. demandés? Alors, c'est en effet prise de sang, imagerie. Donc, au début, pendant les 2, 3 premières années, on fait également des scanners tous les 3 mois. D'accord. Euh, et chez les personnes un peu plus jeunes, on essaie d'alterner entre scanner et échographie pour Mhm. éviter d'irradier trop les gens jeunes qui vont encore avoir 30, 40 ans devant eux. Donc, globalement, c'est à peu près ça. C'est prise de sang, scanner, examen clinique. Et après, la coloscopie, ça, c'est important. Donc, il y en a une d'abord qui a 1 an. Puis, si elle est normale, c'est 3 ans plus tard. Et puis, c'est normal, c'est tous les 5 ans. Ok. Alors, on a une question de Violet qui est arrivée entre-temps, elle, qui demande, et quand on a je suis désolée, je suis pas sûre de le dire correctement, une iléoscopie, stomie, Mhm. Iléostomie? Ouais. c'est quoi? Ça dépend de là où est faite la dérivation, le nom de la stomie? Exactement. Donc, c'est ça. Donc, l'iléon, c'est la dernière partie de l'intestin grêle. Et D'accord. donc, quand le chirurgien fait une dérivation de l'intestin grêle vers la peau, on appelle ça une iléostomie. Et comme ça, le côlon est sécurisé pour cicatriser si besoin. D'accord. Donc il peut y avoir des dérivations tout au long du côlon. Oui, alors après, l'iléostomie, c'est vraiment la plus fréquente. C'est ce que les chirurgiens emploient le plus souvent.
D'accord. Bah, merci pour ce nouveau terme un peu barbare qu'on apprend aujourd'hui. On parlait au début des mutations RAS, RAF et des instabilités microsatellitaires. Est-ce qu'on a des thérapies qui ciblent précisément ces mutations? Parce que là, on parlait de chirurgie, de chimiothérapie, de radiothérapie, qui sont des traitements qui sont finalement assez pas très spécifiques, on va dire. Maintenant, il y a eu l'avènement des thérapies ciblées et il en existe dans le cancer colorectal. Alors oui, c'est assez prépondérant dans le cancer colorectal, l'utilisation de thérapie ciblée, au stade métastatique, pas au stade localisé. D'accord. Au stade métastatique, c'est surtout donc, les traitements qui vont cibler les vaisseaux, qui vont rendre difficile la vascularisation des lésions tumorales. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle, d'un nom barbare, peut-être certains ont entendu, c'est des anti-angiogéniques. Mhm. Donc on a plusieurs classes de médicaments qui sont pour le coup donnés pas en fonction des mutations qu'on a, qui peuvent être données à tout le monde, même en première ligne, deuxième ligne ou troisième ligne. D'accord. Et après, les thérapies ciblées qui vont être en fonction des mutations détectées, c'est surtout les anti-EGFR. EGFR, c'est en fait une protéine qui, quand elle va être suractivée, va favoriser la prolifération des lésions tumorales. Et là, on revient au gène RAS. Si on retrouve une mutation du gène RAS, c'est une résistance à ces traitements. On sait que ça ne sert à rien de donner ces traitements-là pour ces patients. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette information. Et puis après, il y a le gène RAF, le deuxième gène que j'avais parlé tout à l'heure. Il y a également des thérapies ciblées pour ça qui vont cibler les anti-BRAF, les anti-RAF qui vont cibler cette mutation-là. Et puis, ce qui est très important, c'est les immunothérapies Oui. chez les patients qui ont dans leur malheur, qui ont la chance d'avoir un statut microsatellite instable, parce Mhm. qu'il y a une très très bonne réponse aux immunothérapies. Et là, ça peut être donné au stade localisé comme au stade métastatique, avec des réponses très très importantes, même avec des guérisons de patients alors qu'ils avaient des maladies très avancées avec l'immunothérapie. D'accord. Et là, il y a des études récentes qui montrent que l'immunothérapie, quand on est en ligne très avancée, qu'on a un peu tout essayé, certains patients, 10 à 15% des patients, peuvent quand même bénéficier de l'immunothérapie. Et aujourd'hui, c'est dans le cadre d'essais cliniques. Donc, faut aller vers des centres de référence pour obtenir ça. Donc l'immunothérapie, aussi bien en cancer localisé qu'en cancer métastatique, à partir du moment où on a ces MSI, cette C'est instabilité ça, satellitaire. Donc qui est exactement. associée au syndrome de Lynch dont on parlait au début du webinaire. Tout à Euh, fait. Est-ce qu'il y a d'autres avancées qui arrivent là dans le cancer colorectal? Alors oui, il y a pas mal il y a pas mal de mouvements dans le cancer colorectal de progrès. Une étude française qui a été publiée récemment montre qu'en fait la transplantation hépatique est en fait un traitement qui marche extrêmement bien quand on peut la faire chez les patients qui ont une maladie hépatique, enfin des métastases hépatiques uniques, donc il n'y a pas de métastases ailleurs, il n'y en a que au niveau du foie, et qu'il y a une bonne réponse à la chimiothérapie sur le long cours, donc sur plusieurs mois on voit que la chimio contrôle la maladie, il y a de la maladie que au niveau du foie, le chirurgien ne peut pas opérer. Et Mhm. là, on sait que la transplantation est un traitement extrêmement efficace où en fait on guérit beaucoup de patients comme ça. Donc le souci, c'est qu'on n'a pas accès à beaucoup de greffons. Ouais. Donc il y a souvent une inscription en liste d'attente, mais dès que c'est accessible, c'est très efficace. Donc ça, c'est récent. Il y a également donc, là, des immunothérapies, j'en avais parlé. Mais ce qui arrive de plus en plus, c'est que quand on a un statut MSI, et ben en fait, on peut même ne pas opérer les patients quand on est localisé, recevoir de l'immunothérapie. Et en fait, dans quasiment 100% des cas, la tumeur régresse, disparaît. Et puis, il n'y a Donc, on pas se- besoin de radiothérapie, pas besoin de chirurgie. Donc ça, c'est quand même une avancée majeure pour ces patients-là. Au stade métastatique également, donc ça, on sait maintenant que l'immunothérapie renforcée, donc là, on ne donne pas une seule drogue d'immunothérapie, mais on en donne deux, c'est plus efficace. Donc ça, c'est Et si notamment... donc juste, est-ce que vous pouvez, on n'a pas rappelé en quoi consistait l'immunothérapie? Parce qu'on a parlé des thérapies ciblées, donc qui bloquent les mutations qui sont à l'origine du cancer, de la prolifération de la cellule. L'immunothérapie, ça fonctionne comment? Alors, l'immunothérapie, ça va lever le frein que met le cancer sur le système immunitaire. Mhm. Donc, le cancer est intelligent, il va développer des freins au système immunitaire pour éviter que le globule blanc détruise la cellule tumorale. Et l'immunothérapie va lever ce frein. Donc, ça va réactiver le système immunitaire. Et donc, il y a des classes de médicaments aussi qui vont cibler certains freins en particulier. Et donc là, en l'occurrence, il y a deux freins différents qu'on peut lever avec des immunothérapies, donc une combothérapie. Et globalement, ça va amener beaucoup plus d'efficacité qu'en faire une seule.
Et donc ça a été montré par l'équipe de Saint-Antoine là cette année. Ouais, c'est Euh, les anti-PDL1, on entend beaucoup des anti-PD1, PDL1, CTLA4, Exactement. c'est ces noms-là. C'est les deux plus fréquents. Donc la première classe, en effet, c'est les anti-PD1, PDL1. Mm. Et la deuxième classe, c'est les anti-CTLA4. Oui, tout D'accord, à donc fait. là on combine les deux freins, enfin, on lève les deux freins plutôt. C'est ça. Oui, tout à fait. Il y a d'autres avancées qu'on peut attendre dans les prochaines années. Vous parliez des thérapies ciblées dans les cancers métastatiques. On sait souvent que les traitements seront d'abord testés dans les cancers un peu avancés avant de remonter les lignes de traitement. On peut s'attendre à ce que ces thérapies ciblées arrivent dans les cancers localisés aussi. Alors, dans les cancers localisés, ça a été testé. Les thérapies ciblées qu'on a aujourd'hui, ça a été testé. Et c'est l'effet est négatif. Donc, enfin, Ah, ça n'a pas montré d'effet positif. ok. Après, c'était celle qui a été créée il y a quelques années. Donc, peut-être que les nouvelles en cours de création vont amener un bénéfice. Mais aujourd'hui, c'est pas encore démontré. Mhm. En effet, donc ça remonte les lignes. Donc la mutation RAF, par exemple, on a des anti-RAF qui actuellement étaient proposés en ligne 2 ou plus. Et là, en effet, ça a été montré cette année également, l'efficacité en première ligne par rapport au traitement standard. Donc aujourd'hui, les anti-RAF, on va les proposer en première ligne. L'autre chose importante, c'est qu'on démembre de plus en plus de manière mutationnelle. Donc on va arriver à découvrir de plus en plus de mutations avec des traitements ciblés. Mhm. Donc en fin de compte, chaque mutation rare, bah, dès qu'on les met toutes les unes à la suite des autres, en fin de compte, on se retrouve avec 5 ou 10% de patients qui peuvent accéder à des thérapies ciblées un peu plus nouvelles. Donc ça, c'est vraiment une avancée très importante également. Et peut-être la chose aussi qui va clairement arriver dans le futur, c'est la détection de l'ADN tumoral Oui. circulant. Donc, dans la situation, par exemple, de Brigitte, là où les scanners ou les imageries ou l'analyse de la pièce opératoire n'arrivent pas très bien à prédire, on sait que l'ADN tumoral circulant, qui est encore au niveau de la recherche aujourd'hui, montre des résultats vraiment épatants en termes de prédiction de rechute. Donc ça, très probablement que dans un futur assez proche, on utilisera également ça. D'accord. J'en profite, on avait fait un webinaire également sur la biopsie liquide qui est en replay sur notre chaîne YouTube. Donc c'est vrai qu'on a parlé d'ADN tumoral circulant, de cellules tumorales circulantes sans vraiment le définir. Donc je vous invite à regarder ce replay pour en savoir plus. Mais donc l'idée en gros c'est que les cellules tumorales quand elles meurent, elles relarguent dans la circulation de leur ADN et puis des petits bouts de leur membrane et donc du coup on est capable de les détecter dans le sang. C'est exactement ça. Peut y avoir voir même des cellules entières, des cellules tumorales entières dans Oui, la circulation. D'accord. exactement ça. Oui, tout à fait. Ok. On parle aussi beaucoup la classe des ADC, des chimiothérapies conjuguées à des anticorps. C'est quelque chose qui va arriver aussi dans le cancer colorectal. Alors, il y en a beaucoup qui sont en cours de test. Maintenant, aucune approuvée cliniquement qu'on utilise en pratique aujourd'hui. Notamment pour les anti-HER2, il y en a une qui semble plutôt très bien marcher, mais il y a aussi plein d'autres drogues anti-HER2. Donc, est-ce qu'elle fait mieux que d'autres anticorps un peu plus simples? Ça, c'est pas prouvé encore. Oui, donc encore une fois, les ADC, c'est on amène la chimiothérapie un peu plus spécifiquement dans la tumeur en la fixant sur un anticorps qui va lui-même se fixer sur la tumeur. C'est ça, en fait, il faut voir ça comme un cheval de Troie en fin de compte. On va rapprocher la chimiothérapie le plus proche possible de la cellule tumorale. Et donc, une fois que l'anticorps est attaché à la cellule tumorale, là, ça va relarguer Mm. la chimiothérapie et du coup tuer les cellules environnantes. Et c'est un peu plus, il y a un peu moins d'effets secondaires que les chimios qui sont donnés comme ça en intraveineuse. Oui, tout à fait, c'est souvent mieux toléré. Oui, tout à fait. Je vais revenir un peu aux séquelles de la chirurgie, et notamment des poses de stomie. Donc, on a réexpliqué un peu ce que c'était, que ça peut être temporaire ou définitif. Est-ce que c'est vrai que ça peut un peu effrayer les gens d'entendre ça, de devoir porter une poche. De votre expérience des patients que vous suivez. Quelle est la difficulté qu'ils rencontrent pour vivre avec? Est-ce qu'on peut donner quelques conseils? Oui, bien sûr. Alors, bah, c'est vrai que la difficulté quand même première des stomies, c'est social en fin de compte. C'est vrai que
C'est souvent ça qui est le plus dérangeant, c'est que d'un point de vue déjà esthétique, on a une poche, et puis après, bah, c'est forcément il y a les matières aussi qui sont là, donc ça peut être dérangeant également. Donc le premier facteur limitant, c'est vraiment le facteur social. Maintenant, la bonne nouvelle d'Estonie, c'est qu'on peut quand même mener une vie normale en termes d'activité physique, D'accord. en termes d'alimentation. Mhm. Donc ça, c'est quand même important à savoir, une fois que la cicatrisation est bien faite, bien sûr. Mais globalement, on peut mener une vie normale avec une stomie. Bien sûr, il ne faut pas faire de la boxe ou des trucs traumatiques, etc. Mais par contre, on peut courir, on peut faire de l'activité sans problème. C'est pour ça que dès qu'on a la possibilité de rétablir une continuité et du coup d'enlever cette stomie, bah, on pousse vers ça et puis le chirurgien pousse vers ça également parce on sait que c'est un impact très important. Bah là encore, je vous invite à consulter notre site internet parce qu'on a recueilli le témoignage d'une femme qui, pour s'approprier un peu plus sa stomie, lui a donné un petit nom. Voilà, il y a il y a différentes petites astuces comme ça. Il y a aussi des personnes qui font des poches un peu personnalisées, fait main enfin un tissu pour entourer leur poche pour que ce soit un peu plus joli. Voilà, Hum, donc là, je vous invite aussi à consulter notre site internet. On a recueilli quelques témoignages comme ça. Vous parliez d'alimentation. Il me semble que ce à quoi il faut faire attention quand on a enfin, un cancer colorectal, vous en parliez sur d'ailleurs sur enfin, les signes qui doivent alerter, c'est la perte de poids. Alors, du coup, est-ce qu'on peut donner quelques conseils aussi de ce point de vue-là aux patients? mhm. Alors oui, tout à fait. Donc la perte de poids, c'est très très important à prendre en compte et ça c'est quelque chose. Donc c'est dans la catégorie des soins de support. Donc Mhm. quand on va traiter un patient, on va en effet traiter par de la chimiothérapie, de la chirurgie, etc. Mais il y a également tout ce qui est à côté. Donc la nutrition en fait partie. D'accord. Et quand, en effet, il y a une perte de poids, on peut donner des compléments alimentaires riches en protéines, parce que ce qui est important, c'est d'arriver à rebooster le muscle. C'est surtout ça qui est très important en Oui. termes de tolérance au traitement et en termes de forme des patients, de qualité de vie. Et donc, des fois, quand l'alimentation n'est pas possible d'avoir une certaine quantité de protéines, eh ben, on va donner des compléments alimentaires. D'accord. Donc le patient, ce qu'il peut faire de son côté, en effet, c'est quand il y a une perte de poids, c'est déjà avoir un régime hypercalorique, donc manger plus que ses besoins pour reprendre le poids, et idéalement avoir une alimentation riche en protéines pour surtout construire du muscle. Et c'est pour ça qu'on recommande de faire de l'activité physique adaptée Et- à côté. Ça peut être de la marche ou des choses faciles, mais globalement, c'est important d'avoir ça en tête. Maintenant, pendant la maladie, ça va totalement dépendre des traitements et de la maladie qu'on a, parce que certains patients vont avoir plutôt des diarrhées avec les traitements de chimio. Et ouais. dans ce cas-là, on va recommander des régimes qui sont plutôt pauvres en résidus ou en fibres, parce que Oui. sinon ça va aggraver la diarrhée. Mhm. Par contre, les patients qui ont des lésions au niveau du péritoine, donc ça va empêcher à ce que le transit se fasse correctement. Et dans ces cas-là, bah là, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt des régimes qui vont être riches en fibres pour essayer de faire un transit un peu plus facile. D'accord, donc ça dépend vraiment des cas, il n'y a pas de régime alimentaire C'est euh, ça. général. Vous parliez de compléments alimentaires riches en protéines. Moi, j'avais une question parce qu'on parle de compléments alimentaires et aussi de compléments nutritionnels. C'est quoi la différence? Alors, c'est en fait les compléments nutritionnels oraux, on va dire que c'est plutôt, ça ressemble plus à des médicaments. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été étudié pour avoir des certaines concentrations précises Mhm. pour rebooster les patients. Et ça peut être autant des jus que des laits, que des biscuits, que des choses comme ça. Ça regroupe beaucoup de choses en fait. Et le but, voilà, c'est hyper calorique, hyper protéiné. D'accord. Vous parliez d'avoir une alimentation riche en protéines. Ça veut dire quoi une alimentation riche en protéines en termes de portions Alors, c'est souvent, donc, on parle de 1,5 g de protéines par kilo par jour, ce qui est quand même beaucoup. Ouais, alors il est difficile. Enfin, moi, je me rends pas trop compte de ce que ça peut représenter en termes de, je sais pas, de portions de poulet ou de jambon ou de. Ouais, bah, globalement, ça veut dire qu'il faut manger des protéines au petit déjeuner, au déjeuner, enfin en gros à tous les repas. À D'accord. tous les repas, il faut avoir sa portion de protéines et à chaque fois qu'on a une portion, globalement, entre 30 grammes, voilà, à peu près autour de 30 grammes si on prend bien. Donc globalement, il faut essayer au moins voilà, d'avoir les 100, un peu plus de 100 grammes, entre 100 et 150 grammes de protéines par jour en fonction du poids, de la taille, etc. Mais globalement, c'est une portion de protéines à chaque repas. D'accord. Et si on est végétarien, est-ce que c'est gênant
pendant cette période-là? Non, alors c'est pas gênant. On peut toujours compenser par des produits qui ne viennent pas de l'animal, mais par contre, c'est vrai que ça va demander des quantités un peu plus importantes. Et c'est vrai que quand on a un cancer, qu'on a des fois de la chimio, etc., consommer des quantités un peu plus importantes, des fois, c'est pas facile à digérer, mais c'est totalement faisable, hein. Ça, il n'y a pas de problème, c'est totalement faisable. Et d'où l'intérêt aussi des compléments nutritionnels dont vous parlez, qui sont peut-être plus Exactement. faciles Tout à à, fait. faciles à ingérer. Je crois qu'on a fait un peu le tour des questions que nous avions préparées ensemble. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'aurait pas abordé et dont vous vouliez parler? Bah, disons que peut-être juste une petite précision sur le dépistage. Donc en Oui. fait, c'est Mars Bleu et en fait, si on en parle autant, c'est parce que c'est pour faire aussi adhérer les gens au dépistage, parce qu'en fait, un dépistage va marcher quand la population générale participe. Et c'est vrai que souvent les gens ils vont me dire, bon, ça ne me concerne pas moi, ça concerne les autres, etc. Et je pense que c'est ça le message important, c'est en fait de participer à ce programme de dépistage, parce qu'en fin de compte, c'est pas très invasif et ça permet, c'est montré que ça diminue la mortalité. Voilà, de vraiment favoriser ça et c'est important que la population générale soit sensibilisée à ça. Par exemple, donc là, moi, je travaille aux États-Unis, donc les recommandations sont pas les mêmes. Mhm. Et on passe par l'endoscopie directement ici, même si on le fait pas du tout tous les 2 ans. C'est plutôt tous les 5 à 10 ans, même des fois une seule suffit si on l'a fait autour de 55-60 ans, parce qu'on sait que si on détecte absolument rien par l'endoscopie, on a très peu de risques de développer un cancer plus tard, en tout cas dans les 20 ans qui vont suivre. Oui, d'accord. Et on propose pas ça en France et dans les pays latins parce que bah, c'est difficilement acceptable à la population une endoscopie par rapport au dépistage du coup dans les selles. Mais c'est pour montrer, juste pour dire que c'est un cancer fréquent et qu'on a des moyens quand même de faire baisser cette mortalité en dépistant de manière très très précoce. Donc c'est vraiment quelque chose d'important ça. Donc en France, c'est à partir de 50 ans, c'est ça, on reçoit directement le test chez soi. Exactement. Oui, Alors c'est vrai que c'est un peu tabou ce test parce que ça touche au sel, mais en gros il me semble qu'il y a une petite poche qu'on met au-dessus de nos WC c'est pour ça. récupérer les sels, c'est ça. Puis ensuite c'est un petit écouvillon, un petit Exactement. euh, et on le met dans un Exactement. et c'est fini. C'est ça. Et on l'envoie à la poste. D'accord. C'est ça. Et c'est vrai que donc même l'endoscopie, hein, l'endoscopie, c'est aussi souvent difficile, c'est souvent tabou par beaucoup de gens. Mais au final, c'est vrai que bah, c'est pour le bénéfice quand même individuel. Donc pour le coup, autant ça peut être désagréable peut-être de faire ça, autant bah, d'avoir une maladie qui aurait pu être détectée plus précocement, c'est quand même voilà, c'est quelque chose de désagréable pour quelque chose de positif si jamais c'est détecté de manière précoce. Et justement, les taux de guérison quand le cancer colorectal est détecté précocement, c'est Ah, combien? pardon, on est à plus de 95% de guérison, hein. Donc, En quand on effet. est stade 1-2 détecté précocement, 95% de guérison et sans chimio, hein. Donc, D'accord. Ça vaut vraiment le coup de faire un effort de briser les tabous et de faire ce dépistage. tout à fait. Et au niveau de vous disiez que vous faisiez de la recherche également. Est-ce que vous voulez dire deux mots des études sur lesquelles vous êtes actuellement? Donc, en gros, il y a un groupe coopérateur en France national qui s'appelle Prodige et qui conduit les essais cliniques et la recherche. Donc, c'est en fait des spécialistes qui vont se réunir à peu près de manière, on va dire, trimestrielle pour décider des essais qui vont être conduits en France. Et donc, il y a un sous-groupe pour le cancer du côlon, ce groupe voie biliaire, pancréas, etc. Donc, moi, je suis particulièrement impliqué dans le groupe pancréas. Donc il y a des essais en effet qu'on conduit sur le versant du cancer du pancréas et sur le plan un peu plus recherche fondamentale, un peu pure. Donc là, c'est l'origine de mon travail à New York, où on essaie un peu plus de comprendre les résistances aux traitements actuels et pourquoi les malades sont résistants à certains types de traitements. Et donc la formation et les financements sont aussi très très importants et la plupart du temps, la recherche peut vivre grâce à des financements privés. Et donc ça, c'est pareil, c'est très important de sensibiliser la population sur ça. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont un peu plus cette culture de la pub et de mettre en avant les choses. Et je pense qu'en France, c'est quelque chose qui doit être montré à la population générale parce qu'il n'y a que comme ça, en fin de compte, qu'on peut arriver à améliorer les choses. Quand je parlais d'essais de nouvelles molécules, bah, tout ça n'a pu être fait que via l'argent qui a été donné pour conduire des essais.
Et donc, si on n'a pas ces sources-là de financement, il n'y a plus de progrès thérapeutique. Ça, Très bien, c'est très important. Ouais. c'est clair. Ouais. C'est toujours l'argent, un peu le nerf de la guerre. On en parlait au début pour soutenir les missions de notre association. C'est aussi le cas pour soutenir la recherche. Alors, je vais laisser juste quelques secondes aux participants pour savoir s'ils ont encore des questions. Et puis sinon, on clôturera là-dessus. Mhm. Bon, je pense qu'il y a plus de questions. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions et pour vos explications très claires. Avec plaisir. Merci de l'invitation. Au revoir. Au revoir.